situe quand même, je dis en toute modestie, mais quand même, l'assistance, notamment, je remercie déjà d'être présent ici, il faut qu'elles sachent à qui ils ont affaire. Parce qu'il y en a pas mal de gens qui parlent de l'histoire, etc., etc. Justement, moi j'ai vu, on m'a dit, etc. Donc tout ça, non, moi j'ai vécu. Donc on ne me l'a pas dit, j'ai vécu l'événement. Mais en vivant cet événement, je fais un petit aperçu de mon passé, plus comme ça pour savoir. Bah, moi j'ai regagné Paris à l'époque en septembre 1955. J'avais 21 ans. Voilà. Je dis tout. J'avais 21 ans quand je suis arrivé en France, en particulièrement à Clichy, parce que Clichy c'était le fief de tous les gens de ma région. Ils habitaient Clichy, jusqu'à présent d'ailleurs. Il y a une famille qui est derrière avec leurs enfants et les petits-enfants, ils sont arrivés, ils sont là aussi. Voilà. Alors donc, j'ai atterri là-bas, et et encore, en venant ici à l'époque en France, je me suis évadé parce qu'on m'a pris comme un soumis le mois d'août 1955 à Alger, comme un soumis. La gendarmerie m'a comme un soumis, donc ils m'ont amené à Blida, à la caserne de Blida, pour faire le service militaire. Et donc, arrivé là-bas, la révolution a commencé. Moi, je vais saluer le drapeau français tous les matins à la caserne de Blida, à los enfants de la patrie. Ouais, et revenez voir. Alors, donc, ça m'a paru très, très lourd. Et donc, j'ai fini. Il y avait le secrétaire du commandant qui était un appelé. Le hasard a voulu qu'il est de ma région, justement. Je lui ai demandé, je lui ai dit un week-end, je lui ai demandé une autorisation avant que je sois incorporé dans une division quelconque. Je lui ai dit, tu me donnes la permission pour le week-end pour que j'aille voir ma mère, parce que mon père, elle était là, il était comme ici. Donc, voir ma mère et je retourne. Voilà. Et bien, j'ai profité. Il m'a donné un laissez-passer, parce qu'avant d'être incorporé, parce qu'on gardait nos affaires, on gardait même nos papiers, on les garde. Bon. Alors j'ai été voir ma mère à l'époque, à Genzet bien sûr, pour lui dire voilà, on m'a appelé au service militaire, je lui ai pas dit ce que je dois faire. Et ben j'ai pris une permission pour venir te voir. Voilà, ça c'est simple. Et ben au retour à Alger, alors donc comment? J'ai eu cette occasion justement d'avoir cette permission. J'ai glané un peu d'argent et j'ai pris le bateau. Parce que j'avais les papiers à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y a pas de souci, J'ai pris le bateau normalement, je suis venu à Marseille, de Marseille j'ai pris le train directement à Clichy. Voilà comment mon petit parcours de l'époque. À Clichy, quand je suis arrivé, j'ai trouvé les gens de chez nous, constituer une cellule, la première cellule du FLN. Ça a commencé encore timidement, hein, parce que, comme vous le savez tous d'ailleurs, il y a eu quand même un autre parti qui a géré justement, on appelait ça le MNA, le Messali Haj. Ils étaient plus nombreux parce que tout le monde était messaliste à l'époque. Même Boudiaf était messaliste, si on veut dire le mot carrément dans l'histoire. Bon, alors donc la première cellule, vraiment c'est du clandestin qu'ils ont fait vis-à-vis du MNA. Donc tout de suite, on m'a intégré comme membre et en même temps, comme je savais lire et écrire, j'ai eu cette chance aussi d'avoir le certificat d'études primaires élémentaires en 51, donc c'est une chance déjà. Donc comme si c'est le doctorat d'aujourd'hui. C'est ça le CSFA, voilà. Et bien donc, alors on m'a donné la responsabilité de Clichy, des militants de Clichy. Et après, ça a marché. Après, je suis devenu responsable de toute la banlieue nord de Clichy. Alors, Paris 17e, parce qu'il fait partie, Saint-Ouen, Clichy, Levallois, Asnières-Gennevilliers. Voilà, toute la banlieue nord de Paris. Et bien à partir de là, celui qui m'a intégré dans la première cellule, il s'appelle Medouni Mohamed Sherif, qui était quand même un compagnon de Boudiaf. Il était un des fervents du PPA, du MTLD. Alors donc, les messalistes, ils l'ont tabassé. Heureusement, à l'époque, pendant cette période, il n'y avait pas encore il n'y a pas d'armes. Ils l'ont tabassé parce qu'ils l'ont dit tu es un lâche, tu étais responsable du PPA MTLD, tu as rejoint le FLN. À l'époque, qu'est-ce qu'on a dit? On appelle c'est un capitaine. الجماعة après il connaît le Jibaa.
Alors à l'époque, on a Sahab el-Jibba. Le Jibba, c'est la Gondoura. Sahab el-Jibba, et tu laisses le sali, tu laisses, etc. Ils l'ont tabassé, mais il a échappé. Alors c'est lui qui leur a dit à tous les militants, moi, cette fois-ci, j'ai échappé, mais la prochaine fois, ils vont me tuer. Alors donc, je préfère, voilà, je laisse monsieur Rafir, monsieur à l'époque, il a dit, mais à partir de maintenant, il faut oublier son nom d'origine, on l'appelle Qarni Mohand. Mohand ou Hafir, sur le plan. Alors, on l'appelle Mouh Klichi. C'est lui qui m'a donné ce nom, que je garde jusqu'à présent, et je suis très honoré quand on m'appelle Mouh Klichi. Ça me rajeunit déjà et ça me fait plaisir. Voilà, lui, il est parti. Il a regagné le Maki avec Amirouche, à la Wilaya 3, dans notre région. Après, Amirouche l'a envoyé en Kabylie, etc., etc. Donc, il est devenu quand même capitaine, justement, à Jema'a Sarij. Comme le hasard, justement, cette année, c'est le 60e anniversaire de sa mort. Il est mort le 5 août 1958. Il a été décédé à Jema'a Sarij, en tant que capitaine de l'ALM. Voilà, pour vous dire un peu le G. Ben moi, alors j'ai pris la responsabilité, comme convenu, et ben voilà, j'ai structuré, etc. Donc en 57, le premier événement important que l'Algérie a connu, que la révolution algérienne a connu, moi je ne vais pas dire la guerre d'Algérie, hein, parce que la guerre d'Algérie, c'est les Français qui le disent, encore ils l'ont dit en 99. Ils ont reconnu qu'il s'agit d'une guerre, parce qu'avant il y a un problème algérien, etc., etc. Donc la révolution a pris de l'élan, effectivement. Et bien en 57, comme vous le savez, le congrès de la Soumam du 20 août 56, ils ont structuré justement la révolution. Parce qu'avant, il n'y a pas une anarchie, mais quand même chaque région fait son travail toute seule. Il n'y avait pas de coordination réelle, quoi. Et ben, le congrès de la Soumam a unifié justement la révolution algérienne. Ils ont créé des wilayas qui n'existaient pas auparavant. Et ben, la fédération du FLN en France, d'ailleurs, moi, j'ai un papier scanné dans mon livre, parce que tout ce que je vous dis avec des détails, et ben, dans mon livre, je suis le seul, ce n'est pas par modestie encore, le seul acteur qui a écrit sur l'événement. Même les historiens, français bien sûr, qui ont écrit, il y a eu 25 livres, je vous le dis tout de suite, et encore en toute modestie encore. Il y a eu 25 livres écrits sur le 17 octobre, ici en France. Stora, il a écrit, Harbi, Jean-Luc Inodi, il a écrit 5 ou 6 livres, justement que vous connaissez. D'ailleurs, c'est lui qui m'a préfacé le livre, c'est Jean-Luc Inodi, qui m'a poussé. Il m'a dit, vous êtes acteur, vous avez des éléments, c'est à vous, il revient à vous l'histoire. Voilà, c'est ça le compte. Et bien donc voilà, donc maintenant, je vous donne un peu le G, comment ça a démarré. Et maintenant, je crois que je vais, parce que si je peux parler des heures et des heures pour vous donner justement tout le passage jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais arrêter par respect pour mon ami Youssef. Alors pour arriver maintenant au 17 octobre. Voilà. Voilà. Mais l'émigration, je l'ai dit d'une manière générale, hein, le rôle de l'émigration, il faut le connaître, il faut que les jeunes le connaissent. Mais ça, pour que les jeunes connaissent, il faut que leurs parents le racontent aussi. Alors si les parents ne disent rien, ces pauvres, ils sont paumés. Surtout maintenant avec l'Internet, ils sont déphasés complètement. Il faut que les parents racontent leurs enfants notre histoire. Notre histoire, elle est occultée, elle est falsifiée. Alors moi, mais particulièrement de l'immigration. L'émigration sont complexes et sont démagogiques. Je le dis encore de ces mandats. Alors, c'est l'émigration qui a joué un rôle très important. Ce n'est pas pendant la révolution le 1er novembre, mais même avant le 1er novembre. Le rôle de l'immigration a commencé en 1910. C'est ça, hein? Oui. Ah, bien sûr, en 1910. Donc en 1910, les pauvres, quand ils sont venus ici, c'est pour le pain, parce qu'ils sont... la France les a amenés ici pour équiper leurs usines, etc., pour les faire travailler. Ce n'est pas pour justement leur donner de l'argent comme ça. Alors qu'en 1910, mais maintenant j'arrive justement. Et ben, Benjamin Stora, dans son livre avec Olivier Lecour-Ramaison, dans un des livres, le texte, je l'ai mis dans mon livre, parce que mon livre, il est plus, il est documenté. Ce n'est pas de parler seulement, il y a des documents de l'époque à l'appui.
D'ailleurs, Bertrand Delanoë, il y a quelques années, au Maghreb des livres, quand je lui ai présenté ma deuxième édition, ça c'est la quatrième, c'est la dernière, ce n'est pas tome 1, tome 2, c'est le même thème, mais enrichi à chaque fois. C'est ça pour dire que ce n'est pas tome 1, tome 2, ce n'est pas la question. Eh ben, il m'a écrit une lettre de Delanoë que j'ai scannée ici, en 2013 ou en 2012, dans laquelle, quand il a lu mon livre, il m'a écrit une lettre en Algérie à l'auteur. Il a dit, il m'a félicité pour avoir laissé ce document qui est enrichi. Il a dit même nos historiens, ils vont puiser dedans pour faire encore leur livre à l'avenir. Bon, ce n'est pas encore, je parle ça par modestie toujours, hein, ce n'est pas parce que j'ai fait, etc. Bon, alors donc, le 17 octobre, j'ai fait 3 ans de prison déjà, entre parenthèses. J'étais arrêté en janvier, mercredi 8 janvier 1958 par la DST, ce n'est pas n'importe quelle police. J'ai fait 3 ans de prison. Et bien, en février 61, j'ai terminé, j'ai tombé les 3 ans. On m'a mis dans un camp, le camp de l'Arzac, connu. Et bien, camp d'assignation à résidence surveillée, ils appellent ça à l'époque. Et ben, j'ai eu un problème de santé. Dans la prison, j'ai subi 4 interventions chirurgicales, les tortures, tout ce qui s'ensuit. Là, c'est voulu. Et ben, donc, j'ai bénéficié d'une liberté médicale par la Croix-Rouge internationale, justement. Le CICR, justement, qui est intervenu. J'ai purgé mes 3 ans. Pourquoi vous le gardez dans son état, etc., etc. Bon, j'étais libéré en février 61. Alors donc interdit de séjour dans le département déjà d'ici, interdit de séjour dans d'autres départements. Quand on m'a libéré au Larzac, eh ben, je suis arrivé à Millau, la ville la plus proche justement. J'ai pris le train. Mais moi, le hors-la-loi, c'est toujours hors-la-loi. J'ai pris le train directement à Paris, malgré Paris est interdit pour moi. Mais la seule chose que j'ai faite, j'ai été directement au bureau de Moradou Sdek, notre avocat, l'avocat du FLN, qui est connu. J'ai été directement à son bureau, 6 rue Guénégote, Paris 6e. Là, tout ça est retenu. J'ai été le voir, lui il ignorait que j'étais libéré, parce que quand on termine en prison, c'est nos avocats, mais quand on a terminé la peine, les avocats, ils n'ont aucun contact avec nous. Donc j'ai été le voir, dès que je suis rentré chez lui, il m'a dit, tu t'es évadé? J'ai dit non, on m'a libéré, voilà. Mais interdit de séjour, là où je suis interdit de séjour. Alors, il faut me remettre en contact avec l'organisation. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Comme lui, il est en contact avec les responsables, avec Khadour Ladlani, Ali Haroun et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc, il m'a remis en contact avec eux. Et là, il m'a obtenu un rendez-vous. C'est lui qui m'a amené à l'endroit, parce que c'est un endroit secret où ils se réunissaient. Donc, j'ai été. Alors, je leur ai dit, voilà, j'étais libéré, voilà, dans des conditions. Maintenant, je dois aller en Tunisie ou là ailleurs, il faut me sortir des frontières pour que je puisse échapper. Alors donc, ils m'ont mis dans une famille française du réseau Janson, notamment madame et monsieur et madame Vermeil, notamment, ils sont décédés tous les deux, que Dieu ait leur âme, parce qu'ils m'ont hébergé, parce qu'ils ont fait partie du réseau Janson. Et encore, ils habitaient la rue du Temple, pas loin du bazar de l'hôtel de ville, c'est sécurisé. Et ben, je suis resté là-bas, vraiment bien traité au Koulish. Après, le responsable, un responsable du FLN, est venu me voir, il m'a dit, ça y est, on a pris la décision, tu ne vas pas y aller en Tunisie, ni au Maroc, ni ailleurs, tu vas reprendre tes activités ici, en France. Tu étais à la rive droite à l'époque, dans Paris Nord, maintenant on va te mettre à Paris Sud. Donc c'est là où j'ai pris la responsabilité de chef de zone, on a le Paris Sud, la rive gauche, voilà. Parce que la wilaya 1, c'est la rive gauche, la wilaya 2, c'est la rive droite. Voilà. Et dans ces deux wilayas, il faut qu'on vienne maintenant à la source. Alors, le 17 octobre, justement, nous étions à l'époque 80 000 militantes et militants. 80 000 militantes et militants dans Paris et toutes les banlieues. La rive gauche et la rive droite, nous avons 45 000 à la rive gauche. La rive droite, plus, parce que la rive droite, eh ben, il y a toutes les banlieues, comme vous savez, des usines, etc., etc., ils sont plus nombreux. Donc il y a eu 80 000 militantes et militants, justement, dans Paris et les banlieues. Donc cela, le jour du 17 octobre, c'est ce qui a dérangé De Gaulle, c'est ce qui a dérangé la France, c'est ce qui a aidé la révolution algérienne.
80 000 militantes et militants. Je dis bien militantes parce que les femmes, je peux vous le dire tout de suite, ils avaient plus de courage que les hommes. Parce qu'ils bousculaient la police, etc., etc. Bon. Alors donc, cette manifestation, maintenant, j'ai fait un peu le tour d'horizon pour ce qui est de... Maintenant, j'arrive à la manifestation. Cette manifestation, d'ailleurs, c'est une marche pacifique. On dit manifestation sur le langage, mais c'est une marche pacifique. Ce n'est pas une manifestation criée, cassée, etc. Non. Parce que les ordres qu'on a reçus, eh ben, c'est une marche pacifique. Pourquoi? Vous savez bien les raisons. Maintenant, je dirais, pour aboutir justement à cette marche, il y a eu des événements avant qui ont abouti justement à cette marche-là. Et bien, le 17 octobre, je peux vous le donner en 3 phases. Les origines du 17 octobre, les origines, pourquoi le 17 octobre, pourquoi pas l'organisation justement de cette manifestation, la préparation et l'organisation et l'impact, surtout l'impact, les résultats, malgré les morts, malgré qu'est-ce qu'elle a apporté comme résultat. Voilà, les 3 phases sur lesquelles je peux justement donner à mes amis justement ce 17 octobre. Le 17 octobre 61, ça a été dit même par les historiens français, c'est la dernière bataille du FLN, de la lutte de libération de la nation. C'est la dernière bataille, c'est une bataille politique effectivement, mais elle a son ampleur connue. Bon. Et ben, qui a abouti justement au cessez-le-feu, etc. Donc ça c'est le premier point. Ça dérange les Moudjahidines d'Algérie quand on leur dit c'est la dernière bataille. La bataille politique, monsieur justement Youssef peut le dire en tant qu'historien, eh ben, notre révolution, il faut dire les choses telles qu'elles sont maintenant. On n'a pas sorti la France par les armes. Parce que eux, c'est une guerre, ils ont là toute une armada, les avions, etc. Nous, on n'a que le fusil justement, et la mémoire, justement. Et le sacrifice de nos militants. Alors, donc, je vais dans la foulée, je vais le dire en arabe parce que peut-être c'est traduisible si on veut. Le Sky va dire Didouche Mourad. Didouche Mourad, qu'est-ce qu'il avait dit à la veille de. C'est le premier des 6 qui est mort. C'est le premier des 6 qui est mort. Et les 6 qui ont déclenché la révolution. C'est le 18 janvier 1955. Didouche Mourad. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit justement dans le sacrifice des Algériens pour la lutte pour la liberté? Je le dis en arabe, mais c'est traduisible, mais vous pouvez le comprendre. Je m'excuse peut-être. Si je le traduis en français, peut-être il y aura, on peut déformer certaines choses. Alors, voilà. Si Dieu n'a pas dit je vais mourir, parce que nous sommes c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. C'est-à-dire sans raison, si demain on va mourir, eh bien, ceux qui vont rester derrière nous, il a dit, ceux qui sont, nous on va mourir aujourd'hui et demain, mais nous demandons à tous ceux qui vont rester après nous, pour qu'ils transmettent justement le message de notre sacrifice à toutes les générations futures. Voilà, c'est ce qu'il a dit le 18 janvier 1955. Voilà. C'est l'un des premiers des 6 qui ont déclenché, qui est mort, et c'est le plus jeune encore des 6. Voilà, qui est mort, justement dans un combat. Et bien après, il a ajouté, la deuxième citation bien sûr, on va dans quelques instants, il était responsable, il était chef de wilaya 2, dans le nord constantinois. Il avait sous sa responsabilité Zuru Tussef et le Khadr Ben Toubal. Ils étaient sous sa responsabilité, c'était ses adjoints, notamment. Alors, donc, nous allons engager dans un moment une bataille de l'honneur et du sacrifice. Voilà. Alors, pour démontrer à notre ennemi que nous sommes prêts, tout Algérien est prêt à mourir pour l'Algérie indépendante. Voilà.
Alors, comme il a dit, alors donc, بالعربية pour ne pas, يعني c'est la même chose justement. سنخوض بعض الأعراض معركة الشرف والاشتجاع لكي نعطي الدليل القاطع لعدونا بأننا مؤهلون لتحرير وطننا وشعبنا ما دمنا مستعدين للتضحية. Donc tout Algérien est prêt à mourir. Donc l'indépendance, elle sera au bout, quel que soit le temps que ça peut durer. Voilà ce qu'a dit Didouche Morad. Il faut et encore Didouche Morad pour l'émigration. Sachez bien que Didouche Morad, il était responsable du PPA, du MTLD en France, avec Mohamed Boudiaf de 1952-53 jusqu'à mars 54, avant le déclenchement. Alors donc c'est les deux précurseurs du 1er novembre 54. Ils étaient responsables du PPA MTLD en France, Didouche Morad et Mohamed Boudiaf, parce qu'ils ont échappé aux arrestations de l'os, des éléments de l'os. Ils sont venus ici clandestinement, ils ont dirigé justement le PPA, le MTLD PPA ici. Et bien le 14 juillet 1953, on n'est pas loin, la place de la Nation, elle peut aujourd'hui témoigner. Elle va témoigner parce qu'il y a une plaque actuellement qui est posée là-bas, je dis ça aux jeunes, pour qu'ils puissent y aller voir de leurs yeux, justement, pour dire. Il y a une plaque qui est posée par la maire de Paris, Hidalgo, justement, en juillet dernier, 2017, j'ai assisté à la cérémonie, on m'a invité. Alors il y a 6 militants du PPA MTLD tués par balle par la police à la place de la Nation, le 14 juillet 53. Alors imaginez, justement, parmi eux, il y avait... ils étaient 7. Oui, il y 6 Algériens et un Français. Marjan qui est de Genzet. Est-ce que tu le connaissais? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parmi les 6, c'est un hasard, hein, parce que j'ai du Genzet, je ne sais pas du régionalisme, mais c'est une réalité. Alors, le premier, il est de Genzet, bien sûr que je connais très bien. Il a été tué à la place de la Nation, il avait 26 ans. Oui. Il avait 26 ans, justement, à l'époque, c'est tout. Hein. Et bien, il y a 5 militants, non, 6 militants, tués par balle par la police. Et encore, le hasard, il y avait un 7e, c'est M. Luron. C'était un Français, justement, un Français qui est de la CGT. Il a été tué de la même manière. Pourquoi? Parce que il y a eu Boudiaf et Didouche Morad, ils ont envoyé 300 militants de Paris, etc., pour faire une marche là-bas, puisque le 14 juillet, c'est une fête de la victoire, la CGT, ceci, cela, etc. Donc, ceux-là, ils sont allés là-bas en brandissant le drapeau algérien, et même la photo de Msali Haq. Parce qu'après le MTLD, vous savez, c'est Msali Haq qui était responsable. Hein. Alors donc, la police, dès qu'ils ont vu le drapeau algérien, ils étaient un peu affolés. Ils ont été lui enlever le drapeau, etc. Le gars, il a résisté, etc. Donc ils l'ont flingué. Ils ont tué 6 et blessé 80 et quelques. Voilà une histoire qu'il faut connaître, qui est méconnue par les Français et par les Algériens. En particulier les Algériens, les émigrés, ils doivent la connaître. Donc ces 6 militants qui sont tombés, et encore je dis Didouche et encore Herboudiaf. Il n'est pas connu, il faut que ça soit connu, justement. Donc ces militants, je connais, il y a même des gens du MTLD qui sont vivants encore. Je cite le frère de Melika Gaïd, Tahar Gaïd, il est toujours, il m'a dit quand ils sont morts, il m'a dit on les a amenés les 6 à la mosquée de Paris, ils ont fait la prière là-bas. Le salam alayhim, et de là-bas, ils les ont envoyés en Algérie où ils sont enterrés, chacun dans sa région. Alors le premier, comme m'a dit mon frère, il est de Genzet, comment il appelle déjà? Tahar Madjem. Il avait 2 enfants à l'époque, ils étaient toujours au bled. Alors comme par hasard, les 6, ils sont ici dans le livre. Le premier, il est de Géno, il est de la région de Sétif, c'est Genzet. Le deuxième, il est de Ouadamizour, donc la vallée de la Soumam. Il y a eu 2, les Flessen encore de la Grande Kabylie, de la Haute Kabylie, je ne dis pas grande parce que c'est le colonel qui nous a, la petite et la grande, c'est la Haute et la Basse Kabylie. Alors il y a eu un Razawat, et le dernier à Ain Safra. Vous vous dites comment ils sont répartis. Et c'était le parti à l'époque du MTD qui les ont amenés là-bas, enterrés chacun dans sa région.
Ben, donc ces 6-là, et ben ça c'était le deuxième déclic. Le premier déclic, c'était le 8 mai 45. Saad Bouzid, comme vous le savez, je n'ai pas encore à répéter ça. Et ben, ils ont manifesté à Sétif, etc., pour la liberté de l'Algérie. Il a pris le drapeau encore. Alors l'inspecteur Lafont, il a été 2 balles dans la tête. Sur le champ, il est mort. Et ben, donc le deuxième déclic, donc c'est celui-là, c'est le 14 juillet 53. Et c'est ça, cet événement qui ont poussé justement les responsables du parti à l'époque de préparer une lutte armée. Voilà, c'est ça. Pour que le 1er novembre, il est venu de ce fruit-là. Et comme le hasard de l'histoire, le 8 mai 45, c'est un mardi. Le 14 juillet 53, c'est un mardi. Le 17 octobre, c'est un mardi. Alors, qu'est-ce que... Ben, ce n'est pas le Dieu, il n'est pas, il est avec les martyrs, justement. Alors, les 3 mardis qui ont marqué, justement, la lutte de libération nationale. Maintenant, je reviens au 17 octobre, parce que c'est très long pour en parler de tout ça. Moi, je donne un G que l'émigration a joué un rôle très important. Je ne parle pas encore de l'étoile nord-africaine qui a été créée en 1926, le 20 juin 1926 à Nanterre, enfin en France. Il a été dissoute en janvier 1937. Le 11 mars 1937, le PPA a été créé toujours à Nanterre, c'est connu. Donc le nationalisme a germé en France. C'est cela qui a poussé justement à la création de l'MTD, etc., etc. Donc le 17 octobre maintenant, je reviens au sujet du jour. Le 17 octobre, il n'est pas tombé du ciel. Il y a eu des événements avant le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est 61. Entre 54 et 61, quand même, il y a eu 5 ans justement d'écart. Eh bien, moi, je le donne en 3 phases. La première phase, les origines du 17 octobre. Je vous ai donné un peu l'étoile nord-africaine, etc. Les origines, la préparation et le déroulement de cette manifestation et l'impact et les résultats. Voilà, je vous le donne en 3 phases, sans rentrer dans les détails parce que je peux vous parler 3 heures, 4 heures comme ça pour donner plus de détails. Alors la première phase, les origines. Et les origines, quand la lutte a été engagée de libération nationale, eh bien l'émigration, le congrès de la SOMAM, je le précise bien, le 20 août 56, eh bien, je cite les 6 du congrès de la SOMAM, eh bien, il y avait Ben Mehdi, il y avait Krem al-Qassim, il y avait Abban, il y avait Ouamran, Zirat Youssef et Ben Tobal. Et c'est Sherif Ali Mellah, 7. Voilà. J'ai un document du 20 août 56 que j'ai scanné ici, signé par ces 7 là, avec leur signature et leur nom. Voilà, pour vous donner comment ça fait. Alors, dans ce document-là, ils ont envoyé justement ce message à la Fédération de France du FLN. La Fédération du FLN de France. Maintenant, même l'appellation, j'ai essayé de le dire en arabe. On leur dit Jabhat Tahrir al-Watani fi Firança. En français, on dit la Fédération de France du FLN. C'est le contraire. Et le document de 56, il parle bien Fédération du FLN en France. En arabe, c'est bien traduit, mais en français, Fédération de France du FLN. Ça lui donne une mauvaise interprétation. Pour nos enfants, Fédération de France. Nous sommes la Fédération de France, comme si on s'est rallié à la France. C'est ça, on met Fédération du FLN en France. Voilà. Ça aussi, c'est l'appellation et là son sens. Voilà, c'est ça le problème. Et le document signé par Ben Mehdi Abban, etc., il dit bien Fédération du FLN en France. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une déformation de l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Il dit, justement, les ordres qu'ils ont donnés à la Fédération du FLN en France. Préparez-vous au moment opportun, sans dire le mois, ni le jour, ni l'année, préparez-vous à transporter la guerre sur le sol de l'ennemi si la France s'entête à ne pas reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Le document, voilà ce qu'il dit, justement. Mais, pour vous préparer, il faut vous unir déjà. Il faut unir toute l'immigration. Alors, l'union, il faut éliminer les messalistes. C'est mentionné comme ça, noir sur blanc. Hein. Éliminer les messalistes. Parce qu'ils vont créer justement une zizanie entre nous et la France va profiter
justement pour nous balayer. Voilà. Il faut éliminer les missalistes. Premier point. Ça veut dire pour unifier les rangs. Alors, et en même temps, préparez-vous au moment opportun pour transporter la guerre sur le sol de l'ennemi. Et en même temps, la plateforme de la Soumam, il y a 3 objectifs fixés à la fédération du FLN en France. 3 objectifs dans le congrès de la Soumam. Ça veut dire la plateforme de la Soumam, ils sont très simples et corrects. Voilà, qu'est-ce que les objectifs fixés? Alors, le premier, structurer toute l'immigration en Europe. Parce qu'on dit la fédération du FLN en France. Mais il y a eu des militants en Allemagne, il y a eu des militants en Espagne, il y a eu des militants même ailleurs, même en Amérique à l'époque, même. Donc tout ça c'est considéré fédération du FLN en France. On appelle ça, voilà. Alors donc tous ces militants, il faut les structurer déjà. Les faire entrer dans le parti. Enfin dans le parti, dans le mouvement. Parce que le FLN ce n'est pas un parti. Bon, c'est un mouvement populaire. Et bien donc structurer toute l'immigration en Europe. Deuxième point, soutenir financièrement l'effort de guerre, le nerf de la guerre, c'est bien ça. Et le troisième point, éclairer l'opinion française et internationale et étrangère. Voilà les 3 points justement qu'ils nous ont fixés à l'époque. Et bien, le premier, c'est la structuration. On a réussi quand même 55-56 malgré qu'on a eu des problèmes avec les missalistes. Ça vous le connaissez tous. 55, 56, 57, c'était vraiment une lutte acharnée entre nous, entre les missalistes et les félénistes, comme on nous appelle à l'époque. Et encore, les missalistes, ils étaient aidés par la police française. Hein. Et le ce qu'il a essayé de les aider pour diviser notre lutte, effectivement. Et les aider, leur donner des informations, ils leur donnaient des armes même, etc. On a eu, moi, à Clichy, je dis de Clichy, 61 rue de Paris, qui était le fief du FLN à l'époque, et que je garde jusqu'à présent. Quand je viens, pour moi, c'est comme si j'ai été à la Mecque. Voilà, je le dis carrément. Alors, le 61 rue de Paris, c'était le fief. Et les messalistes, à 2 reprises, ils nous ont attaqués là-bas, ils ont tué 2 ou 3 militants, puis blessé d'autres, etc. Et à Levallois, il y a un fidèle de Levallois. Il est là, un fidèle, hein. Fidèle, c'est Ahmed Maked, voilà. Alors, donc, il ne fait pas de politique, donne-moi l'arme et je vais m'occuper du reste. Voilà, il est là. Voilà. Il a fait de la prison aussi. Voilà. Il était mon militant. Alhamdulillah. Lorsque tu as organisé au Parc d'Anières, on était 14 personnes. Il y avait le cap de police, les 2 cafés, 26 et 15. C'est on ça, les a attaqués, c'est toi qui as le Parc organisé. d'Anières, Il y a des supporters. Oui, le Parc d'Anières, c'est le fief MSListe. C'est les messalistes là-bas. Donc, quand on a fait la grève de 8 jours, je me rappelle, j'ai envoyé le mot je le dis parce que en principe c'est nous. C'est au nom du FLN, bien sûr. Hein. Alors donc, 3 militants dans tous les quartiers pour distribuer les tracts pour préparer la grève de 8 jours qui devait se tenir du 28 janvier au 4 février 57. Et la grève de 8 jours, elle s'est faite en Algérie. C'est le CCE qui a décidé, bien sûr. Et en France aussi. Donc, j'ai envoyé à l'époque 3 militants, justement, parce que les choquistes, comme on les appelait, au moment, ils assurent la sécurité. Et ceux qui distribuent, etc., c'est les autres. Voilà. C'est ça la structure de l'époque. Les 3 militants, ils ont été, justement, à la rue des Chasses, au bas de la rue des Bacs d'Anières, justement, vont distribuer. Ils ont distribué les tracts, c'est-à-dire, ils rentrent dans le café missaliste, ils distribuent les tracts et ils sortent. En leur disant rien, parce que dans les tracts, c'est dit, le FLN décide, la grève des 8 jours, de 28, etc., etc. Celui qui va travailler, il est responsable de sa personne. Hein. Le FLN ne répond pas. Voilà, donc on les avertit. Mais les missalistes, ils ont fait derrière nous, justement, dans les cafés, en leur disant, attention, le FLN, ils vont vous mettre dans l'embarras, ils vont tous vous licencier, etc., etc. Mettez 2 jours, au lieu de 8 jours, 2 jours, pour essayer de perturber la situation. Un des militants qui a été au Bac d'Anières, un des militants, il habitait au 61 rue de Paris, au 3e étage, justement, de l'hôtel. En sortant du café, quand il a distribué, ils l'ont suivi, 2 balles dans la tête, il est mort sur le champ, sur le trottoir là-bas, justement, au 21 rue des Bac d'Anières. Il était mort sur Rabia, bon, c'est connu maintenant, voilà. Ça, c'est le premier militant qui a été tué par balle par les missalistes. Quand on l'a enterré,
J'ai été ce matin rendre visite, justement, ça veut dire me recueillir sur la tombe d'une parente à Attier. Et ben, ça m'a rappelé justement cet événement de 57, justement. Et ça fait quand même 60 ans, hein, plus de 60 ans. Et ben, donc, ce militant qui a été tué, et ben, on l'a enterré. Il a été, bien sûr, la police m'a ramassé, etc., etc. Et ben, on l'a enterré justement le 4 février 1957. 8 jours après, quai de la Rapée, comme vous savez, mort, accident, etc. Donc on a été pour l'enterrer là-bas. Et ben, dans tous les quartiers, les militants qui sont encore vivants, du 20e et de tout Paris et les banlieues, ils sont venus assister à l'enterrement. C'est le premier qui est tué par balle, justement, par les messalistes. Et ben, donc il y a eu un monde fou, justement, à Thiers. Il y a même des quartiers où ils ont loué des cars pour venir à Thiers. Ils ne savent même pas où se trouvent, ils ont loué des cars pour venir assister. Donc c'était un événement très important. Même la police, il a été vraiment... qu'est-ce qui se passe là, justement? Parce que la presse, on a parlé, etc. Les Arabes, les FLN, le MNA, etc. etc. Donc la mort de ce shahid, de ce martyr, eh ben, il nous a donné encore un bol d'oxygène à l'organisation. Tout le monde, même les messalistes qui étaient avec les messalistes, quand ils ont vu cette situation, ils ont rallié le FLN. Il restait que les bornés à la rue de Meaux, et c'est connu, les fiefs du messaliste. Oui. Alors donc, les origines encore, je reviens encore aux origines du 17 octobre 61, eh ben, la directive qui a été donnée par le CCE de transporter la guerre sur le sol de l'ennemi, eh ben, ça a été concrétisé le 25 août 1958. À 0 heure, le second front armé est engagé en France. On appelle ça le 1er novembre bis, justement. D'ailleurs, l'année dernière, moi, en août dernier, le journal Le Soir d'Algérie, toute une page, j'ai donné mon témoignage, bien sûr. Alors, le journaliste a mis un second 1er novembre en France. Voilà. 1er novembre en Algérie et le second en France, justement. Le second 1er novembre. Ça, c'est l'idée toujours d'Abban Ramdan qui a abouti finalement à déclencher la guerre en France, cette fois-ci. Une guerre militaire encore. Hein. Mais le 25 août 58 à 0 heure, donc le déclenchement on avait le second front armé, et ben, qui a été fait à 0 heure, comme le 1er novembre en Algérie. Hein. Donc une deuxième révolution s'est engagée ici. Et ben, mais les objectifs, justement, fixés par l'organisation, eh ben, c'était le CCE, avant le GPRA, pour donner plus de précision. Eh ben, alors, les objectifs militaires et économiques, uniquement les objectifs militaires et économiques. Attention les civils, à chaque fois ils nous rappellent dans la directive, attention les civils. On ne peut pas poser une bombe aux Galeries Lafayette ou quelque chose comme ça, ou dans un marché, non. Alors, les objectifs militaires et économiques, ça veut dire quoi? Surtout le pétrole, toutes les raffineries de pétrole, justement, ça c'est l'idée de Abban Ramdan qu'il faut encore préciser. En 1956, la France a découvert le pétrole en Algérie, bien sûr, dans le Sahara. Et bien en 1956, donc elle n'avait pas de raffinerie en Algérie. Il est ramené à l'état brut ici, raffiné. Il revient avec l'armada matériel français pour tuer les Algériens. L'aviation, les camions, etc. C'est le pétrole algérien qui retourne chez nous pour nous tuer. Et bien, Abban Ramdan, avec Ben Mehdi et les suites, ils ont juré, d'après, j'ai eu Karim El-Qassim en 64, il m'a répété il m'a dit, on a juré que le pétrole qui est parti d'ici pour revenir nous tuer, il viendra le jour où on va le brûler en France. Et bien, l'objectif premier de 25 août 58, c'était le pétrole. Alors, toutes les raffineries, la première raffinerie à 0h15, elle a éclaté de Morépian, que vous connaissez. La raffinerie de Morépian, c'est la plus grande raffinerie de France, à côté de Marseille. 100 000 mètres cubes, je ne sais pas de quoi, ils ont été brûlés cette nuit-là. Parce que nos fidèles, avec la complicité des policiers français qui travaillent avec nous, parce qu'il ne faut pas dire nous wahadna. Si ce n'est pas l'aide des réseaux chansons et curiels, on n'aurait pas arrivé à quelque chose. C'est eux qui transportaient, c'est eux qui nous donnaient des informations, et nous, on agit. Donc ces raffineries, ils étaient la nuit du 25 août, pas toutes, mais à fur et à mesure, eh ben, on a fait dérailler les trains, on a brûlé
on a brûlé même les forêts, on a incendié les forêts pour que la police s'en occupe, etc., etc. Tout ça, c'est des actions par l'immigration, le second front armé. Donc celui-là, c'est un événement très important qu'il faut connaître. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas y aller au bout. Bon, alors ça, c'est le premier point. Alors De Gaulle, il est venu au pouvoir en juin 58. Et bien celui qui avait dit, qu'est-ce qu'il a dit De Gaulle? Il a dit au forum d'Alger, quand il est venu le 4 juin 58, il avait dit l'Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset, avec ses grands bars bien sûr, et il a ajouté, je vous ai compris. Maintenant, est-ce qu'il s'est compris lui-même ou là il a compris d'autres, ça c'est son affaire. Et bien donc De Gaulle, quand on a engagé le second front armé, et ben il a été perturbé parce que il ne s'attendait pas à lui, il est venu pour étouffer le FLN en Algérie, maintenant le FLN il est à Paris, il est en France, qu'est-ce qu'il va faire? Alors donc ça a un peu dérangé. Il y avait dans la foulée, il y avait, comment dire, pour le second front armé, le général Giap, justement, le héros de Dien Bien Phu, qui s'est connu, encore du 7 mai 1954, la bataille de Dien Bien Phu. Bon, quand on a déclenché ce second front armé, qu'est-ce qu'il avait déclaré? Je l'ai mis dans le livre. Tout ça, vous allez trouver beaucoup de détails que je ne peux pas réciter parce qu'il y a 600 pages. Alors, donc, il avait dit, c'est la première fois dans l'histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur. Donc, ce n'est pas un honneur pour l'immigration, justement. La première fois depuis que le monde est monde. Moi, j'ai questionné Harbi, j'ai questionné Stora, enfin tout cela. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est vrai. Toujours, ça se passe chez le pauvre. La guerre se fait chez le pauvre, comme maintenant. L'Irak, la Syrie, etc., mais les autres toujours derrière. Ils ont voit que les armes, c'est tout. Hein. Et ben c'est notre révolution en France et en Algérie, c'est tout, chez l'ennemi. Alors ça, ce général Giap, il a été clair dans cette émission. Et ben il y avait un historien, pas un historien, c'est un parachutiste qui a écrit un livre en 2000, je donne le nom, etc. Et ben comment qu'il a intitulé? C'est un parachutiste, hein. Mais il a regretté avec les remords, etc. Il a écrit un livre sur notre révolution. Alors, comment qu'il a intitulé? Alors, le titre, 7 ans de guerre en France contre le FLN frappé en métropole. Voilà le titre. Alors, Raymond Muel, je vous donne le nom, Raymond Muel, voilà le titre du livre, si vous pouvez le voir, vous allez voir comment 7 ans de guerre en France contre le FLN frappé en métropole. Alors, il a dit que De Gaulle, dans son écrit, bien sûr, De Gaulle, quand il est venu au pouvoir, il a mobilisé 800 000 hommes. 800 000 hommes que De Gaulle a mobilisés pour étouffer la révolution algérienne. Bon, il n'a pas pu. Alors, De Gaulle, 800 000 hommes, il n'a pas pu. Mais le FLN, qu'il a transporté la guerre en France, et c'est de là qu'il va la gagner. Eh bien, il a raison, finalement, c'est le 17 octobre, la dernière bataille qui a abouti au 19 mars 62. Alors donc voilà, je vous donne le jet déjà. Une des raisons, justement, du déclenchement. Maintenant, je viens maintenant à l'année 59. Je vous donne par année pour arriver au bout, justement. Alors en 59, qu'est-ce qu'il y a eu? Puisque De Gaulle, il était dépassé par les événements. Quand on a déclenché ce second front armé, ça le 25 août 58. En septembre 58, qu'est-ce qu'il y a eu? 5 jours après, eh bien Papon, qu'on a fait revenir d'Alger, bien sûr, il était préfet IGAM de Constantine, comme vous le savez, 56-58, et ben c'est Michel Debré qui l'a fait venir ici à Paris comme préfet de police, parce que c'est un sanguinaire, il est connu même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était même collaborateur avec les Allemands. Donc pour vous dire, voilà les éléments qu'on utilise. C'est le Harkin Tahom, quoi. Et ben donc Papon, quand il est venu, alors Debré lui a donné des instructions. Je vous ai ramené de Constantine à Paris, ça veut dire département de Paris, et ben pour me nettoyer Paris des tueurs du FLN. Nettoyer Paris, hein, nous sommes des ordures, nous étions des ordures vis-à-vis de lui. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit. Et Papon, bien sûr, il est venu en force, puisque le gouvernement lui donne des ordres, etc. Et ben il a commencé. Quand on a engagé le second front armé le 25 août 58, 5 jours après, le 1er septembre 58, le Papon a décrété un couvre-feu pour les Nord-Africains. Voilà une chose qu'il faut connaître, parce que le 17 octobre, c'est le deuxième couvre-feu.
Une chose qui n'est pas connue, justement. Il faut le faire connaître. Et bien ça, en tous les cas, Jean-Luc Nodi, il a donné plus de détails que ça. Moi, c'est chez lui que j'ai glané tout ça, et c'est lui qui m'a préfacé le livre déjà. Et bien donc le 1er septembre 1958, le couvre-feu pour les Algériens. Pour les Algériens, la nuit, ils n'ont pas à sortir la nuit, toute la nuit jusqu'à 5 h du matin. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qu'on fait des activités, on se réunit, etc., etc. Et ils veulent nous étouffer de cette manière. Eh ben, mais on n'a pas tenu compte. On est sorti quand même. L'organisation nous a dit il ne faut pas tenir compte. Même à mourir, sortez. Voilà. Donc on n'a pas tenu compte. Et après, ils ont tué un Espagnol, ils ont tué là la police, ils ont tué même un Américain du Sud, ils ont tué même un Français qui a le même temps que nous. Alors donc, parce que voilà, en bas de la presse, elle a fait état, même sur le plan international. Alors tous les basanés maintenant, il faut les tuer. Alors donc, il y a que certains qui ont les yeux verts et les blancs qui ont échappé. Alors donc, voilà le problème. Et bien donc, ils ont oublié le couvre-feu. Ils l'ont oublié après. Et bien le 15 septembre 1958, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, un groupe de fidéines, ils sont vivants encore jusqu'à présent. Ils ont fait une action armée contre Jacques Soustel, qui était ministre de l'information de l'époque, de Gaulle. Le boulevard Friedland, notamment à la place de l'Étoile. Soustel, qui était quand même gouverneur d'Alger, Algérie française à outrance, et ben la première action, justement, du FLN, Soustel. Il fallait le supprimer en tant que ministre. Et ben les trois fidèles, ils sont, Mouloud Dourari, il est toujours présent. Alors, Abdelkader Ousmou, ils sont les trois, ils sont présents, justement. Alors, c'est eux qui ont organisé, justement, cette action à la place de l'Étoile. Alors, contre Soustel, bien sûr. On a eu même des informations par la police quand est-ce qu'il va arriver, par quelle voiture, etc. C'est pour vous dire, vraiment, on a le travail de la Fédération du Affaire en France, c'est quelque chose de vraiment. Quand je le raconte, moi, je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Dans le sens dernier de la vérité. Et bien, donc, Soustel il a échappé dans sa DS à l'époque. Il a échappé, il est sorti, il est rentré même sous la voiture. Mais on a dit à l'époque, non, il n'a pas été tué, mais il a goûté quand même, à la poudre du FLN, il a senti la poudre du FLN, justement. Alors, donc ça, c'est l'action. 4 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Le 19 septembre 1958. Voilà encore les faits qu'il faut retenir. Le 19 septembre 1958, le CCE, Comité de coordination et d'exécution, qui dirigeait la révolution algérienne, il s'est transformé en gouvernement, le GPRA. Le GPRA a été créé le 19 septembre 1958. Voilà une date qui n'est pas connue, je ne le dis pas ici, mais là-bas, j'ai été dans les universités, j'ai posé la question aux étudiants de haut niveau, etc. Qu'est-ce que c'est le 19 septembre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Il y en a qui ont répondu, à Babzour par exemple. Il a levé la main, ouais, c'est les partis politiques là de l'époque, etc. Alors imaginez un peu comment nos enfants ne connaissent pas l'histoire. On ne leur a pas dit les vérités pour qu'ils puissent suivre justement l'élan de nos martyrs. Et bien donc le 1958, le GPRA a été créé, présidé par Farhat Abbas, et encore, c'est le 19 bien sûr, il y a eu 19 ministres. Le président et 18 ministres. Ça fait 19, voilà, le chiffre 19, il revient toujours. Bon. Et donc voilà, le Farhat Abbas, bien sûr, et le premier GPRA. Alors De Gaulle, c'est là où il est paumé complètement. L'Algérie maintenant, il a un gouvernement. Un gouvernement qui est reconnu par une vingtaine d'États déjà. Les premières semaines, par une vingtaine d'États. Et bien au bout d'un mois, le GPRA a été reconnu par 800 millions d'hommes. Je dis bien le chiffre, 800 millions d'hommes. Dans la Chine, etc., ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Alors donc le GPRA. Et bien donc maintenant, nous, à la Fédération du FLN en France, et on a été vraiment rehaussé justement par la création du GPRA. Et on a continué la lancer justement pour les actions armées, c'est tout. Et en 59, maintenant je pousse un peu, peut-être j'exagère, mais je ne sais pas. J'aime y aller dans les détails pour qu'on comprenne pourquoi le 17 octobre. Je reviens au 17 octobre. Là, je ne l'oublie pas. Bon. Parce que c'est la finale. Alors, donc, c'est pas. Voilà. Et effectivement. Non, c'est très bien de voir. C'est très bien. C'est très bien, c'est excellent. Vas-y, mets-toi à l'aise.
En tous les cas, c'est dimanche, on peut se permettre. Voilà. Au lieu de aller au cinéma, je ne dis pas que je suis un film, mais je donne un C'est mieux que le histoire. cinéma. Voilà. Vas-y. Alors, en 59, De Gaulle, il n'a pas trouvé mieux. Bon, maintenant, la guerre, elle est chez lui. Comme a dit Jahaj, le dit en arabe. Nar wasalt lad-dar. Voilà, maintenant, le feu, il était en Algérie, maintenant, il est en France. Et De Gaulle, il a rapatrié 100 000 hommes d'Algérie pour assurer la sécurité de Paris et de la France. Il les a rapatriés d'Algérie. Donc, il a déjà donné un peu d'oxygène à l'ALN. D'ailleurs, les colonels vivants, à l'époque, il y en a un qui est deux, ils sont encore vivants. Et bien, sauf l'arabe et tout ce que j'ai côtoyé, on m'a dit, quand on a appris que vous avez engagé la lutte armée en France, il m'a dit, l'armée française a desserré les taux pour nous. Il a desserré les taux parce que maintenant, il a une vision sur la France, justement. Il m'a dit, on a respiré. Parce que les lignes Charles et Maurice, d'abord comme l'Algérie à l'époque, quand De Gaulle est venu, avec la ligne, avec les 800 000 hommes, et la ligne Maurice, etc., l'Algérie elle était fermée. Donc là, Hélène, elle étouffait, effectivement, elle étouffait, justement. Alors, alors il a dit, on a respiré. Donc en rapatriant 100 000 hommes pour assurer la sécurité de la France, et ben donc ça a fait quelque chose. Même les Français ici, c'est devenu une guerre chez eux. Alors donc, comme il a dit, celui qui a écrit le livre, Raymond Muel, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, quand De Gaulle est venu au pouvoir, il a mobilisé 800 000, etc. Et ben, il a transféré la guerre sur le sol de l'ennemi. Il a dit, le FLN étouffe chez lui, il étouffe chez lui, mais il a transporté la guerre sur le sol de l'ennemi, c'est de là qu'il a gagné. Donc c'est un plaisir d'entendre un Français parachutiste dire comme ça. Et bien donc en 59, De Gaulle, il a été acculé, justement, à prendre contact avec le GPRA, acculé, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et bien il a demandé contact. Alors pour demander contact, il a essayé de dire quelque chose, pour essayer d'amadouer l'esprit. Il a prononcé le 16 septembre, le 16 octobre 1958 à 1959, puisque j'arrive à 59, il a prononcé l'autodétermination, le 16 septembre 59, justement, l'autodétermination. Alors, ça veut dire l'autodétermination, le peuple algérien, on va faire un référendum, est-ce qu'il veut l'indépendance ou pas? Ça veut dire maintenant, on passe à la logique, soi-disant, quoi, c'est ça, oui. Eh ben, l'autodétermination. Donc les pieds noirs, ils étaient hors d'eux. Alors que De Gaulle avait dit ça, c'est terminé. Ceux qui prennent pour prendre l'Algérie française. Alors l'autodétermination, eh ben, il l'a prononcé, mais Papon et Michel Debré et Roger Frey, ministre de l'Intérieur, contre De Gaulle, contre ce qu'a dit De Gaulle, même les pieds noirs, ils étaient contre, justement. Et d'ailleurs, c'est les pieds noirs qui ont fait venir De Gaulle à l'époque parce qu'ils l'ont demandé, soi-disant, le libérateur, celui qui peut étouffer le FLN, etc. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à Madame Malika, vous avez choisi avec CES, vous avez choisi le 13 mai, et le 13 mai, c'est la journée des pieds noirs. Le 13 mai, ça veut dire c'est là où il y a eu le soulèvement contre De Gaulle, etc. Pour amener De Gaulle, justement. C'est en temps de René Coty, le 13 mai 57, voilà. Le 13 mai, non, 58. 13 mai 58, c'est ça, oui. Et bien alors, donc De Gaulle, en prononçant l'autodétermination, il a perturbé les cartes. C'est terminé. Et Papon, Frey et Debré, ils ont fait venir d'Algérie 500 harkis. Papon, comme il était là-bas, il a sélectionné les harkis les plus virulents, ceux qui tuent sans raison, il les a fait venir d'Algérie en France. Installés à Barbès, comme vous le savez, à Noisy-le-Sec et dans le 13e, etc., etc. Ceux qui sont là, ils reconnaissent. Bon, surtout Barbès, le Casbah de Paris, comme on l'appelle, et ben, les harkis étaient installés là. Ils sont venus d'Algérie. Moi, quand je le dis, les militants, ça veut dire les moudjahidines d'Algérie, ils disent, ouais, pourquoi tu dis ils sont venus d'Algérie? J'ai dit oui, ils ne sont pas venus du Bangladesh, non, ils sont venus d'Algérie, les harkis. Non, en France, on n'a pas de harkis. Je l'ai dit, je le redis. Alors, il y avait on a des éléments
des collaborateurs, soit vis-à-vis du MNA ou là vis-à-vis de la police. Il y en a qui bricolent. Mais ça, quand on a écho de quelqu'un, l'organisation, elle est stricte. La cache, il n'y a pas de benamé, etc. Et bien, quand on a des insignes que quelqu'un, il a été au commissariat, on l'a vu, on a soupçonné quelque chose, on le prend, on lui dit pourquoi tu as été là et là, il donne des explications. Si on voit qu'il est troublant, alors donc on lui dit rien du tout, mais on envoie des fidéines, un responsable est là, les fidéines supprimés physiquement. On n'a pas de justice, le tribunal, etc., on a l'avocat, on a des soupçons qui collaborent, ils passent à la casserole. Ça, c'est le FLN, il n'y a pas de 36. Alors, donc pour vous dire, pour vous dire, en France, on n'a pas de hack. Ceux qui bougent, on bouge avec, sur place. On n'a pas organisé des trucs comme ça.